J'ai rien dit encore. Alors, donc là, il n'y a pas de battle, tout le monde sera d'accord, et donc il n'y aura pas de vote après, et donc je vais essayer de parler, enfin s'il y a quand même un petit battle, je vais essayer de vous convaincre que l'ultra grand champ, l'imagerie ultra grand champ est utile, voire même plus que ça, dans l'imagerie du diabète, et aujourd'hui on a des évolutions technologiques qui nous permettent de gagner en résolution, de gagner en champ. Et donc, je commence par un cas, donc un patient qui a une rétinopathie diabétique. Donc, vous avez son histoire clinique rétinopathie diabétique avec œdème maculaire diabétique. Et donc, voilà les images qu'on peut avoir en imagerie ultra grand champ. Donc, on voit les hémorragies, on voit on voit qu'on est sur du grand champ parce qu'on voit les cils, donc c'est-à-dire qu'on est sur des champs qui sont beaucoup plus importants. Et d'habitude, quand on utilise une imagerie classique, eh bien, pour ceux qui font les angios eux-mêmes, on a donc le principe des 9 champs, c'est-à-dire qu'on va balader l'angiographe pour essayer de rechercher toute la rétinopathie périphérique, les zones d'ischémie, les néovaisseaux, pour avoir exactement. Eh bien, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en un cliché, en un seul cliché, vous avez 200 degrés, et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le même temps, vous avez le même temps de perfusion sur la totalité du cliché. Parce qu'en général, quand vous commencez vos 9 champs, bon, au centre, on commence, et puis entre le premier cliché en haut à gauche et le dernier en bas à droite, pour peu que les patients aient vomi entre les deux, eh bien, en fait, vous avez 5 minutes qui sont passées, donc on n'a pas le même temps de perfusion. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a notre patient qui a une rétinopathie diabétique, et en fait, si on est sur un champ classique, on peut passer à côté du bon stade de sa classification. Alors voyons ça d'abord en termes de nomenclature, et on a une publication qui a permis de définir, standardiser la nomenclature. On a l'imagerie classique qui est à 50 degrés, on parle de grand champ quand on est entre 60 et 100 degrés, et le terme ultra grand champ, c'est tout ce qui dépasse 110, et aujourd'hui il n'y a qu'un seul appareil qui est sur ce domaine-là, qui permet d'avoir un cliché à 200 degrés. Donc on va voir ça en détail, mais ça c'est une très belle illustration que m'a envoyée Ali sur l'importance, c'est que quand vous partez d'une image classique, on est sur 55 degrés, on voit la rétinopathie diabétique, on voit les microanévrismes, on voit les petites zones d'ischémie, mais ce qu'on nous apporte l'imagerie plus grand champ, c'est de voir des néovaisseaux qu'on n'aurait pas vus en temps normal. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un intérêt diagnostique, et donc plus on ouvre ce champ, et plus on va voir en périphérie, voir les petites anomalies. Donc aujourd'hui, l'imagerie grand champ, donc c'est des évolutions technologiques donc depuis les années 80 avec des appareils de l'imagerie grand champ contact, et donc on a ensuite évolué vers du non contact, et là je vous ai fait un petit résumé qu'on verra en image, hein. Et donc on a à notre disposition du grand champ et de l'ultra grand champ. Et donc, ces standards qui restent encore sur les champs ETDRS ont tendance à évoluer de plus en plus vers l'imagerie ultra grand champ. Alors, vous avez eu tout à l'heure des présentations, une session que j'ai trouvée très intéressante des fabricants. Donc, il y a eu la présentation. Donc, Leiden, c'est une imagerie grand champ et qui a la possibilité de faire un montage. Et donc, les questions qu'on pose toujours à ces appareils, est-ce qu'il faut dilater le patient? Oui, non. Est-ce que ça passe quand il y a une cataracte dense? Quel est le champ brut, c'est-à-dire sur une seule acquisition, pas quand on fait le montage? Et après, vous pouvez demander aussi, est-ce que c'est avec des filtres? Est-ce qu'il y a de l'autofluorescence? Est-ce qu'on peut faire de l'angio en plus? Cet appareil-là, ce que ça a de plus, c'est que c'est ultra automatisé. Donc, l'appareil Mirante de chez Nidec est un appareil grand champ aussi, qui est un appareil combo. Vous voyez donc dessus les couleurs, mais également l'autofluorescence. Et on a aussi de l'angiographie fluo-ICG. Et donc, en fait, c'est un appareil combo qui permet aussi de faire de l'OCT grand champ. Une petite particularité ici, il y a un mode qui s'appelle le rétro-mode, qui est une imagerie assez intéressante quand on veut voir les petites anomalies de l'épithème pigmentaire. Donc voilà en image ce qu'on peut obtenir avec le Miranté de Nidec, image brute avec le montage, donc on est sur des grands champs.
Le Clarus, donc pareil, imagerie grand champ avec les belles couleurs, les vraies couleurs, donc sur des yeux, pas besoin de dilatation, et on peut faire un montage pour retrouver en fait un plus large champ et avoir ce qui est équivalent sur de l'ultra grand champ, mais avec plusieurs clichés, avec 2 clichés. Pareil, c'est un appareil où on peut y associer l'autofluorescence, l'infrarouge, etc. Donc voilà en image l'image brute à gauche et puis l'image reconstruite à droite. Donc aujourd'hui, l'imagerie ultra grand champ est essentiellement portée par cet appareil, l'Optos, donc je n'ai aucun conflit d'intérêt. Et donc cet appareil-là, qui a plusieurs générations avec imagerie rétino-classique, avec de l'angiographie ou avec de l'OCT en plus, c'est imposé comme le leader avec 200 degrés sur un seul cliché. Et donc voilà en image reconstruite ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire que par rapport à une imagerie classique, on va beaucoup plus loin, et donc c'est là où on a appris à voir aussi des cils sur une rétinographie, ce qui n'a rien à voir dans l'histoire. Dernière évolution de l'Optos, c'est le RGB, et donc ça c'est la révolution, c'est-à-dire qu'en fait on avait des petites aberrations chromatiques sur la génération d'au-dessus, tout simplement parce qu'il n'y avait pas toutes les longueurs d'onde, et il nous manquait la longueur d'onde qui entraînait ces aberrations chromatiques. Et en fait ce qui paraît évident, c'est que sur l'image en bas on appelle ça RGB, Red, Green, Blue, c'est qu'en fait on a la longueur d'onde des 3 couleurs principaux, et l'avantage c'est qu'on voit beaucoup mieux tout ce qui est hémorragie rétinienne, c'est pour ça que pour le diabète c'est important. Un mot sur l'imagerie grand champ avec le Spectralis. On a un module qui permet d'augmenter le champ d'examen, et ce qui va aussi faciliter pour les différents champs, et donc aller voir la périphérie rétinienne. Donc ce qu'on fait aujourd'hui dans l'imagerie ultra grand champ, c'est d'analyser la périphérie. Plusieurs publications qui ont montré l'intérêt. Et donc, il existe aussi des index. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce genre de patient qui a une perfusion beaucoup plus diminuée sur la périphérie, eh bien, vous voyez ici qu'en délimitant ces zones, on peut déterminer un indice ischémique. D'autres publications intéressantes où, en fait, on essaie de mettre en corrélation les perfusions centrales par rapport à la perfusion périphérique. Je trouve aujourd'hui que le meilleur compromis, c'est pour l'imagerie centrale, c'est-à-dire que les patients qui ont une rétinopathie diabétique, l'OCTA, à mon sens, est devenu la référence pour l'analyse de la perfusion du pôle postérieur, et moi j'utilise l'imagerie ultra grand champ pour la périphérie. Un dernier cas pour vous illustrer ce combo que je trouve pas mal intéressant. Donc un patient que j'ai vu tout récemment, rétinopathie diabétique, j'utilise l'imagerie ultra grand champ pour voir toute la périphérie, voir est-ce que la PPR a été suffisamment dense, est-ce qu'il y a des zones que je peux compléter encore. Et sur cette génération d'OCT que je vous ai préparé tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure en atrophie, donc c'est la nouvelle génération de Towarpy Alcaïde, Swep Source Full Range. On peut faire des acquisitions d'OCT en géographie brute en 15 par 15. Ce n'est pas un montage. Et donc, à l'échelle, voilà ce que ça donne. Et donc, on peut commencer à voir, en fait, sur cette image, l'ischémie périphérique qu'on ne voyait qu'avec l'angiographie ultra grand champ. Donc, aujourd'hui, je pense que le bon compromis se situe entre la partie OCTA pour la partie centrale et l'imagerie ultra grand champ. Une petite révolution aussi dans l'imagerie de l'OCT, c'est un mode qui existe donc sur cette nouvelle génération d'OCT, c'est le mode e-spot. Et en fait, c'est un traitement de l'acquisition de votre volume en OCT en géographie. Et en fait, ça donne cette image-là. Et ils arrivent à ressortir les impacts de laser. Et donc, en fait, c'est un mode qui est utilisé pour vérifier la qualité de votre PPR. Bon, clairement, vous voyez qu'il y a du boulot encore. Et donc, les petits points blancs que vous voyez là, c'est les petits impacts de la PPR qui est trop lâche ici. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir sur l'imagerie ultra grand champ dans la rétinopathie diabétique, c'est qu'en un seul cliché, vous avez 200 degrés. On a la même séquence angiographique sur tous les endroits de la périphérie. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus loin qu'avec l'imagerie classique. On a une bonne pénétration. Alors, ça peut être fait non mydriatique. Moi, j'ai tendance à dilater tous les patients pour avoir des images de bonne qualité. Et donc, on peut zoomer sur les différentes zones. Nouvelle génération avec le RGB. Et donc, avoir l'appareil combo où vous avez les rétinocouleurs, l'autofluorescence, fluo et ICG dessus. C'est le California RGB. Un grand merci pour votre attention.